Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie d'assister à cette visioconférence ce soir. Pour me présenter un petit peu, je suis Clélia Fouquier. Je suis étudiante en troisième année à Sciences Po Lyon et je suis également en ce moment en stage auprès du député Thomas Gassiou. Et une de mes missions, c'est de lui permettre de comprendre les impacts de la Covid sur la jeunesse qui nous touche depuis bientôt un an. Dans cette optique, le but de cet échange, qui est non partisan, c'est de créer un espace de discussion qui est assez libre euh, pour que vous puissiez rendre compte à la fois de vos expériences en tant qu'étudiant, de vos attentes de la politique et également potentiellement des propositions qui peuvent émerger de cette discussion pour face aux enjeux qui se posent à vous aujourd'hui. Ces questions, elles peuvent porter sur différents sujets, que ce soit au niveau de votre vie étudiante, mais également au niveau, je pense, aux études qui ont été largement chamboulées par la situation actuelle, l'entrée aussi sur le marché de l'emploi et plus largement sur des sujets qui vous intéressent au niveau de la politique locale, nationale ou même internationale. Le député, il a envie d'entendre ce que vous vivez et aussi de penser l'action nationale à travers vous aussi et de voir un peu ce que vous avez à lui proposer, puisque c'est aussi l'intermédiaire entre ce qui se passe au niveau local et ce qui va se passer à l'Assemblée. Donc, euh, voilà, vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous semblent pertinentes. Et je précise que c'est vraiment toutes les questions dans le sens où c'est ce qui va entraîner le débat et qui va faire la richesse de cette discussion. Profitez-en puisque c'est un bon moyen d'échanger directement avec un député qui va être ouvert à toutes vos questions. Je suis très sincèrement contente de vous accueillir ce soir et pour un petit peu cadrer le débat, si vous voulez interagir, vous pouvez simplement lever la main via la plateforme, poser vos questions directement ou les écrire via le chat si vous ne pouvez pas parler, tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Thomas pour qu'il puisse se présenter et puis on commencera les questions juste après. Très bien. Merci Clélia en tout cas pour ton introduction et puis d'avoir eu l'initiative d'organiser cet échange qui nous réunit ce soir. Et merci à tous de vous être connectés à un moment donné où on a déjà beaucoup de visio en ce moment. 20 heures, ce n'est pas forcément non plus une heure idéale pour tous. Et puis le député, ce n'est pas forcément la personne à qui on s'adresse le plus naturellement quand on est jeune. Enfin, moi-même, j'essaie de réfléchir il y a 10-15 ans et je ne suis pas sûr que j'aurais été très à l'aise d'échanger avec mon député. Alors, je me présente rapidement. Donc, Thomas Gassiou, je suis député du Rhône. Avant, j'étais maire de Saint-Symphorien-sur-Coise et chef d'entreprise. Et encore avant, j'étais étudiant, principalement à Lyon 2 et à l'EM Lyon pour les dernières années. Et puis, j'ai été élu municipal assez jeune, après avoir été président d'une maison des jeunes, notamment sur la commune de Pomey dans le Rhône, et puis après avoir eu quelques activités associatives. Voilà, je ne serai pas très long en introduction, mais juste pour dire que voilà, ça fait un an qu'on partage une crise assez inédite euh, qui nous impose, on va dire, prendre des mesures un peu drastiques, et on est là pour échanger, pour savoir aussi vous ce que vous pensez de ces mesures. La jeunesse, ce n'est pas la plus touchée d'un point de vue médical, puisque vous savez que les formes graves de la Covid touchent surtout nos aînés, mais par contre, la jeunesse, elle est pleinement impactée par les mesures qui sont prises, ce qui est voilà, ce qui a des impacts forts, puisque quand on a 20 ans, 30 ans, c'est à l'âge où on se construit, où on se projette, où on fait des rencontres, où on fait ses études. Et voilà, les mesures qui sont prises au niveau national viennent percuter de plein fouet tout ce qu'on peut faire quand on a 20-30 ans. Voilà, l'objectif de cet échange qu'on peut avoir ce soir, c'est de vraiment, en tout cas pour ma part, vous entendre sur la manière dont vous vivez cette crise, savoir ce que vous pensez aussi des mesures qui sont prises, et puis éventuellement écouter
des propositions et des remarques, que ce soit au niveau local ou national, de choses qui pourraient être faites. Et puis, si vous le souhaitez, on peut même échanger plus globalement sur les sujets de vos choix, puisque toutes les mesures, on va dire, enfin une bonne partie des mesures qui sont prises aujourd'hui concernent la jeunesse, que ce soit en matière d'enseignement supérieur, mais d'emploi, de développement durable, de SNU. En matière de développement durable, notamment, on va avoir le projet de loi climat et résilience. On travaille sur quel sera l'avenir de la Terre à horizon 30 ans, 50 ans par rapport au réchauffement climatique. Donc, j'allais dire, plus on est jeune et plus on est concerné par ces sujets. Donc voilà, donc à votre disposition et n'hésitez pas à intervenir comme vous le souhaitez pour qu'on soit dans un véritable échange. Je suis à votre disposition. Donc, je pense qu'on peut commencer avec les questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent directement réagir à ce que Monsieur le député vient de dire, ou sinon ça peut concerner beaucoup de sujets, ça peut concerner notamment comment vous avez vécu ce quotidien depuis un an, qu'est-ce que la situation a engendré comme complications potentielles lors de la réalisation de vos études ou sur l'entrée sur le marché du travail, ou également est-ce que vous vous êtes senti entendu ou concerné par les différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement ces derniers temps, ou toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer de manière générale? Et surtout, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à être le plus, enfin avec le moins de filtres possible finalement, pour que vous puissiez vraiment exprimer la relation telle que vous la sentez. Et puis ensuite, il y a des trucs qui vont, des trucs qui vont pas. L'important, c'est qu'on puisse échanger de manière la plus directe et transparente possible. Alors, je ne sais pas comment vous voulez fonctionner, mais je vois qu'il y a une main qui se lève. Clélia, tu peux peut-être… Oui, je vois que Martin veut prendre la parole, donc vas-y. Bah, moi, c'est plus une question. Enfin, j'ai eu de la chance pour mes confinements d'être pas confiné seul. Du coup, j'ai l'impression que ça a été plus une expérience sympathique à chaque fois que j'ai été confiné parce que c'était avec des gens que j'ai pu découvrir un peu plus. Mais la chose qui fait un peu plus peur aujourd'hui, c'est que c'est vrai que le vaccin, on entend parler pour les personnes qui sont un peu, enfin, qui sont plus âgées. Mais du coup, en termes de temporalité chez les jeunes, enfin, moi, quand je me projette et que je pense à un retour à la normale, étant donné qu'on n'est pas prioritaire sur les vaccins, quand est-ce que nous, on peut espérer, est-ce qu'on peut espérer potentiellement, je ne sais pas, avoir accès à des… Je sais que ça, je ne pense pas que ce soit tellement entendable non plus, mais avoir accès à des endroits pour des personnes qui sont moins à risque, ou imaginer aussi des événements auxquels on pourrait participer pour rencontrer des gens. En fait, c'est aussi ça qui nous manque. Enfin, moi, le lien social, c'est quasiment impossible pour rencontrer de nouvelles personnes, et c'est ça qui est le plus frustrant, parce que j'ai des amis que j'arrive encore à solliciter parce que je vis à Paris. Mais en dehors de ça, le retour à la normale, j'ai l'impression que pour les jeunes, comme on va être les derniers à être vaccinés, il est encore très loin, quoi. Du coup, c'est un peu ce constat-là. C'est pas tellement une question non plus, mais c'est un peu mon état d'esprit par rapport à la situation. Voilà. Ouais. Non, mais déjà, merci Thomas d'intervenir. Alors, je propose ce soir, on peut se tutoyer, s'appeler par nos prénoms si ça ne vous dérange pas. Mais en tout cas, merci de cette première intervention, parce que la première intervention, c'est jamais la plus simple, on va dire, dans un débat comme ça. Et alors moi, je note deux sujets, on va dire, dans ce que tu dis. Il y a la question du vaccin pour les jeunes et la question de, effectivement, la proposition par rapport à moduler, on va dire, enfin, en tout cas, à permettre des accès aux personnes qui sont moins à risque. Alors, sur les vaccins, on n'a pas encore totalement l'idée très précise sur la manière dont les vaccins vont être livrés. Et vous avez bien compris qu'aujourd'hui, notre stratégie vaccinale, c'est de vacciner déjà les personnes qui développent les formes de la Covid les plus graves, donc notamment les anciens, mais également ceux qui sont en première ligne, notamment les de santé. Moi, je pense que donc aujourd'hui, on a commencé donc par les plus de 75 ans, les personnes en EHPAD, etc. Et il y a 800 000 Français qui ont des causes de comorbidité, donc qui sont un peu plus fragiles que les autres. Et il va y avoir une augmentation du nombre de cadencements de vaccins. Directement à ta question, moi, je pense que le vaccin tout public, c'est assez compliqué à dire, mais je pense que ça arrivera à partir de juin-juillet. Compte tenu des doses dont on dispose, on a fait un point tout à l'heure avec le préfet et l'ARS,
qui nous ont dit qu'on allait avoir un doublement des doses en avril, encore un doublement en mai. Mais vu le nombre de personnes, on va dire, fragiles qu'il faut vacciner, à mon avis, avril-mai, ça va encore être réservé à public prioritaire. Mais je pense qu'à partir de juin, les choses vont se détendre, sachant que l'objectif au niveau national, ça serait de vacciner plus de 50% de la population d'ici la fin de l'été. Donc voilà, grosso modo, moi, l'idée que je veux faire, encore soumis à de nombreux paramètres. Voilà. Et le sujet est d'autant plus important qu'au niveau européen, il y a des projets de passe sanitaire, et notamment pour les jeunes qui voyagent, les Erasmus ou autres, ce vaccin pourrait être potentiellement important pour faire de tels voyages. Ensuite, sur le deuxième sujet, je trouve que c'est un sujet très intéressant. Pour l'instant, clairement, on n'a pas réussi à vraiment traiter correctement, je trouve, au niveau national. C'est est-ce qu'on pourrait moduler, on va dire, la liberté de circuler, notamment en fonction de si on a un risque ou pas. Et je trouve que pour l'instant, on ne l'a pas bien abordé, parce qu'on l'a toujours abordé dans le sens où, par la restriction, on a dit, est-ce qu'on va apporter la restriction qu'aux anciens? Et tout de suite, quand on dit ça aux anciens, on leur dit les plus de 75 ans, si on vous interdit à sortir, par exemple, si on confine uniquement les plus de 75 ans, bah, tout le monde hurle, et je ne suis même pas sûr que constitutionnellement, ce soit possible. Mais effectivement, on pourrait l'aborder, on va dire, dans un sens inverse, en disant plutôt que de parler de restrictions pour les plus anciens, on pourrait parler peut-être de non-restriction pour les plus jeunes, et sachant qu'effectivement, de manière statistique, on constate qu'il y a très très peu de moins de 30 ans ou même moins de 35 ans qui sont touchés par des formes graves de la Covid. Alors, il faudrait quand même faire gaffe, parce que si on n'est pas touché par des formes graves, on peut être vecteur. Et donc, par exemple, si tu vas dans un concert effectivement autorisé qu'à des jeunes, par exemple, tu reviens chez toi, tu peux toi-même contaminer, on va dire, à ton retour. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait s'étudier. Enfin, je n'ai pas la réponse comme ça automatique, mais je trouve qu'en tout cas, quand le vaccin sera disponible à tous, peut-être qu'effectivement, les plus jeunes pourraient avoir des… Toi, ton idée, si j'ai bien compris, Martin, ça serait par exemple de dire je veux que des endroits soient réservés aux jeunes, par exemple, et puis qu'on puisse y aller librement, quoi. En fait, ça m'a juste fait réfléchir récemment parce qu'apparemment, avec le Nouvel An qui s'est organisé en Bretagne, qui a fait un gros scandale et qui est complètement compréhensible, mais par la suite, apparemment, après c'est des rumeurs, je n'ai peut-être pas les bonnes informations là-dessus, mais c'est qu'il n'y aurait pas eu de déclaration de Covid qui serait sortie, on va dire, de ce grand rassemblement-là. Et du coup, est-ce que c'est pas, bon, c'est une preuve par le mauvais exemple potentiellement, mais on peut peut-être aussi tirer des indicateurs en disant, bah aussi, en termes de transfert ou en termes contagiosité. De contagiosité, voilà exactement, je cherchais le mot. Ça peut être aussi un début de preuve comme quoi on pourrait réfléchir à certains modèles, potentiellement pendant 2, 3, 4, 5 jours après, avoir les jeunes qui sont isolés ou en tout cas qui ne vont pas rencontrer des personnes qui pourraient être considérées comme un risque pour continuer à garder ces grands moments de rencontre que les gens recherchent aujourd'hui et qui sont très difficiles à trouver. Après, je pense que les gens vont potentiellement réussir à être créatifs, mais dans des plus petits nombres, plus petits groupes avec des gens qui connaissent. Mais ce côté de rencontrer des gens et de s'ouvrir un peu les chakras en allant à la rencontre, c'est vraiment quelque chose pour moi qui manque avec le Covid actuellement. Et c'est pour ça que je réfléchis beaucoup à ça. Mais ouais, je n'ai pas de réponse pour autant, mais je pense que, en tout cas, j'ai eu de la chance d'étudier avant d'être dans la situation du Covid. Mais je sais que toutes les expériences aussi que j'ai pu faire à ce moment-là, je n'aimerais pas qu'elles soient bloquées indéfiniment pour le Covid et au moins avoir quelques échappatoires qui soient un peu encadrés, enfin, qui soient plus encadrés que ce qu'ils étaient avant potentiellement. Mais au moins, c'est ces moments que tu peux partager avec des gens que tu connais comme que tu ne connais pas. Non, mais ok, je pense qu'il y aura un truc à creuser. Le débat, dans tous les cas, va arriver très fortement au niveau national, puisqu'au niveau européen, ça pousse pas mal sur la question du pass sanitaire de ceux qui ont le vaccin ou pas. Bon, aujourd'hui, le débat, forcément, est mis un peu sous le tapis, parce que c'est compliqué de parler de pass sanitaire quand il n'y a pas suffisamment de vaccins pour vacciner tous les volontaires. Mais c'est vrai que quand on va justement être sur cette période à partir de mai-juin, où les gens qui veulent se faire vacciner pourront se faire vacciner, cette question va arriver.
Et c'est vrai que dans la phase de transition, on pourrait imaginer que, comme ceux qui sont protégés peuvent l'être, on pourrait imaginer peut-être, vu que les jeunes, on va les vacciner plus tard, qu'on pourrait leur dire, bon, on ne vous vaccine pas tout de suite, mais comme vous êtes a priori pas, vous ne pouvez pas développer de forme grave, on vous ouvre la possibilité de sortir plus rapidement. Peut-être que c'est quelque chose. Après, il ne faudrait pas que ça dissuade non plus aux plus jeunes de se faire vacciner, puisque la vaccination n'aura du sens que si un nombre important de personnes la font. Je ne sais plus, il y en a qui disent 60, 70%, etc. Mais en tout cas, je trouve le débat intéressant. Clélia, tu veux reprendre la main? Oui, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir? Sinon, j'ai vu que Thomas avait levé la main, donc si tu veux prendre la main, vas-y. Alors déjà, bonjour à tous. Merci, monsieur le député, donc, pour faire cette visio. C'est assez pas mal. C'est pas mal, c'est même plutôt bien. Je trouve que c'est intéressant, en plus de donner la parole aux jeunes. Alors moi, je ne veux pas reprendre ce qu'a dit Martin, mais ça serait plutôt faire un constat. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a le gouvernement, il y a un constat d'échec par rapport à la jeunesse. Parce que dès le deuxième confinement, donc le président de la République a annoncé la fermeture des universités, mais pas des BTS, par exemple. Et à ce moment-là, il y a quand même des psychiatres, des psychologues qui ont dit attention, il y a un souci chez les jeunes. Et lorsque le président de la République a annoncé la fin du deuxième confinement le 27 ou 28 novembre dernier, on a eu une phrase et encore sur les universités en disant que ça allait ouvrir le 1er février peut-être, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y a un souci, mais on n'a pas fait la grande... On n'a pas dit on ouvre les universités pour l'ensemble des TD, même dès le deuxième confinement. On a dit on va laisser quand même fermer les universités. Compte de tout, on a laissé ouvert, on a dit donc les Sephora sont redevenus ouverts, les lieux de culte sont restés ouverts. Donc ça veut dire qu'en fait aujourd'hui les universités sont un lieu non essentiel. Je suis peut-être un peu cash, c'est méchant, mais c'est ce que je pense aussi. Et ce qui m'a dérangé encore plus, c'est qu'on a une absence de la part de la ministre des Universités. Et dès qu'on parle du sujet de l'université, on a l'impression qu'il n'y a pas de communication de la part du gouvernement, ou alors la communication, c'est il y a des islamo-gauchistes à l'université quand il y a plusieurs personnes qui font des tentatives de suicide parce qu'elles ne supportent plus leur vie. Et après, à ce moment-là, le gouvernement a dit on va rouvrir, mais que pour 10 ou 20% je me souviens plus, mais des étudiants de première année, alors que c'est un ras-le-bol qui était général. Et enfin, quand même, ce qui est le plus choquant, c'est lorsque le porte-parole du gouvernement décide de faire un Twitch sur le problème des étudiants en France. Compte de tout, on invite des spécialistes du make-up. Je pense qu'on a autre chose à faire. Faire un Twitch, ça peut être intéressant, mais faire un Twitch avec Angel Phoenix et je ne sais plus qui d'autre, ça fait 15 ans qu'ils font plus d'études. Je trouve que c'est ridicule, surtout quand on dit des bêtises. Après, il y a quand même un deuxième constat, c'est celui des médias, parce qu'on a toujours parlé dans cette séquence des jeunes en mal. On n'a jamais vu... on dit les jeunes, on fait des soirées, c'est pas bien. Il y a pas plus tard, il y a un mois et demi, j'étais sur Lyon et je me baladais sur Saint-Just, devant l'église de Saint-Just un dimanche. Les gens ne portaient pas le masque, ne respectaient pas les gestes barrières, mais eux étaient importants, ils allaient à l'église. Et enfin, donc ça, c'était vraiment agaçant et ça m'a vraiment agacé de se dire qu'il y en a qui respectent pas, mais qui n'ont pas d'avoir les lieux de culte, et d'autres qui respectent quand même et qui n'ont pas le droit d'aller à l'université. Et enfin, il y a un troisième point, c'est que cette crise du Covid, elle montre quand même qu'il y a un souci chez les étudiants, qu'il y a une précarité chez les étudiantes qui n'existe pas chez Emmanuel Macron, hein, c'était déjà bien avant. Qu'on n'a jamais rien fait par rapport aux anciens gouvernants, que ce soit de la gauche, de la droite, ils n'ont jamais rien fait par rapport à la jeunesse. On peut se souvenir d'Hollande qui a dit que la jeunesse était une priorité, c'était tellement prioritaire qu'il y avait qu'un secrétaire d'État.
Et je pense que Emmanuel Macron aurait dû prendre, en étant élu à 39 ans, il aurait dû prendre et dire je suis président de tous les Français, mais aussi président de tous les jeunes, surtout que c'était le premier à dire il faut que les jeunes à 20 ans, ils soient heureux, ils veulent devenir millionnaires. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus le cas et j'ai vraiment l'impression que c'est un président qui maintenant travaille plus avec les personnes, pour les personnes âgées. Je suis peut-être méchant, mais c'est un peu ce que je pense. Et on a toujours qui a tout fait pour les personnes âgées, qui n'est pas pour les étudiants sur ce deuxième confinement. Par contre, là où il faut quand même souligner, c'est qu'il y a quand même une chose qui est bonne, c'est que la communication par rapport aux entreprises et par rapport au chômage partiel lors du deuxième confinement était très bonne. Mais c'est dommage que celle des universités l'était beaucoup moins. Merci à vous. Ok, merci beaucoup Thomas pour toutes ces remarques. Alors j'en ai noté un bon nombre, tu me diras si j'oublie des points. Alors sur le premier point, effectivement, tu disais ça concernait les universités et pas les BTS, alors qu'effectivement le BTS c'est aussi après le bac. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la matière, mais je crois bien que les BTS sont rattachés au lycée. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas été concernés dans un premier temps, parce que ce qui comptait, c'était de traiter d'un côté les lycées, de l'autre côté les universités. Effectivement, les études post-bac qui étaient au lycée, type BTS prépa, c'était plus cohérent, même si effectivement c'était des jeunes parfois du même âge que les universités, de les traiter comme les lycées. Voilà. Je pense que c'est pour ça que la décision a été prise dans ce sens-là. Sur le fait, effectivement, il y avait un propos, on va dire, plus généraliste qui revenait de ton côté, c'est de dire on ne prend pas assez des jeunes, on ne parle pas assez des universités, etc. Je pense que là-dessus, on peut vraiment faire amende honorable et se dire que parmi tous ceux qui ont été touchés par la crise sanitaire, on va dire, en 2020, c'est sûr qu'on a plus parlé des EHPAD, des travailleurs, enfin et effectivement, on s'est peut-être dit dans un premier temps, déjà les jeunes, on ne les entendait pas trop à ce moment-là, alors que les EHPAD, il y avait des chiffres, on va dire, catastrophiques au niveau sanitaire ou autre, et que finalement, je pense qu'on s'est peut-être dit de manière inconsciente, les jeunes sont très peu concernés enfin en tout cas, sont très peu touchés d'un point de vue sanitaire, puisqu'il n'y avait quasiment aucune forme de grave chez les jeunes, donc les jeunes n'ont pas de problème. Et effectivement, on a peut-être sous-estimé les impacts non sanitaires pour la jeunesse, et il y a peut-être eu un réveil un peu tardif à ce sujet-là, qui s'est fait, à mon sens, fin 2020, parce qu'il y a eu de nombreux indicateurs, de nombreux retours du terrain des jeunes qu'on a croisés qui nous ont dit attention, vous parlez beaucoup des anciens, mais nous, on a aussi de nombreux problèmes. Et voilà, mais par contre, je partage avec toi que ça a été tardif, qu'il y a eu d'autres priorités d'abord. Et puis peut-être que, au-delà du fait que les jeunes étaient moins touchés, on va dire, d'un point de vue sanitaire, peut-être qu'on a cru que le métier d'étudiant, en tout cas, si je peux m'exprimer ainsi, était plus facilement télétravaillable qu'un autre métier classique dans l'industrie ou autre, puisqu'on parle de savoir, on parle de choses qui sont plus facilement dématérialisables et qu'effectivement, on a oublié toute la nécessité des bibliothèques universitaires, des TD, des choses comme ça qui nécessitent de la présence physique. Voilà. Au niveau de l'autre point que tu as abordé, de la manière dont Gabriel Attal, donc porte-parole du gouvernement, a fait son Twitch. Alors moi, je ne l'ai pas regardé en intégralité, pas encore, il faudrait que je le fasse. Mais je pense que s'il a choisi des youtubeurs, c'était pour qu'eux-mêmes fassent un relais auprès de leur réseau pour qu'il y ait davantage de monde. Mais effectivement, la démarche, il serait de dire on fait une table ronde avec, on va dire, des jeunes soit tirés au hasard ou autre, serait pas mal. Ou peut-être qu'on pourrait mixer les deux, parce que la force des youtubeurs, c'est leur capacité, on va dire, de relayer auprès du public. Et effectivement, je pense que c'est plus ça qui a été recherché, peut-être plus que la représentativité en tant que telle. En tout cas, je note que toi, en particulier, tu ne t'es pas forcément senti toujours très représenté en disant, voilà, c'est quand même des jeunes très, très particuliers dont les problématiques ne sont pas forcément les miennes. Et enfin, donc sur la partie, effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il y a eu, parfois, j'ai entendu dire à droite, à gauche qu'on parlait des jeunes effectivement en mal, qui faisaient des soirées, etc. Alors qu'effectivement, on peut avoir une vision tout autre, une vision beaucoup plus positive, déjà d'une jeunesse qui respecte
les règles et même qui s'engagent. Il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont engagés, même au quotidien, pour que ce soit des missions sanitaires ou autres, notamment sur la plateforme du service civique. Il y a eu énormément de jeunes et sans doute, on n'a pas mis ça assez en avant. Et alors, dernier point que tu évoquais par rapport à que fait le gouvernement pour la jeunesse. Alors, si ça peut déjà te rassurer dans un premier temps, il y a beaucoup d'anciens au début du mandat qui nous ont dit « Oh là là, vous tapez que sur les anciens, etc. » Parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, une des premières mesures phares, c'était l'augmentation de la CSG. Oui, je m'en souviens. Retraités en particulier, pour donner plus de pouvoir d'achat justement à tous ceux qui travaillaient, notamment les jeunes. En gros, quand tu regardes l'effet de cette mesure, ça rapporte zéro à l'État, mais tu prends un peu chez les plus anciens pour redonner aux travailleurs et notamment aux jeunes travailleurs. Il y a eu également l'apprentissage qui a explosé, y compris en 2020, où il y a eu plus 150 000 apprentis. Et puis, il y a eu des mesures, je ne sais pas si tu en as entendu parler, concernant les repas à 1 euro dans les universités. Oui, ça j'en ai entendu parler. Alors voilà, peut-être tu nous diras ce que tu en penses, mais il y a eu au niveau mobilité, il y a eu des réductions, on va dire, d'avantages, notamment à Lyon, de prix de l'abonnement, on va dire, pour les plus jeunes. La réforme des APL aussi qui a touché les jeunes. Erasmus, il y a eu plus d'argent, on va dire, je crois que c'était 14 milliards d'euros au niveau européen, donc il y a eu vraiment une accélération du programme, on va dire, malgré la sortie des Anglais. Enfin, voilà, il y a eu le plan à jeunes, une solution, etc. Il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place. J'ai aussi en tête la hausse des bourses. Enfin, deux choses, hein. Peut-être que ces mesures, un, ne sont pas suffisantes, et deux, peut-être qu'elles ne sont pas bien communiquées. Mais en tout cas, je peux te dire que la jeunesse, on essaye de la prendre en compte correctement. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale n'a jamais été aussi jeune qu'aujourd'hui. Ça n'existait pas avant. Enfin, un député qui avait moins de 50 ans avant, c'était assez rare. Moi, j'ai 39 ans et je ne suis pas dans les plus jeunes. Et d'ailleurs, que tu parlais de Gabriel Attal tout à l'heure, je ne sais pas quel âge il a, Gabriel, mais il a peut-être il doit avoir moins de 30 ans, on va dire. Et je crois que c'est la première fois qu'on a un porte-parole aussi jeune. En tout cas, ça ne suffit pas pour prendre des bonnes mesures pour la jeunesse. En tout cas, il y a cette préoccupation. Je ne sais pas, toi, par rapport aux mesures qui ont été annoncées, s'il y en a quelques-unes que tu trouves pertinentes ou d'autres ou d'autres idées que tu aurais. Mais je trouve que voilà, les idées qui ont été faites, notamment au départ, notamment donc les univers, notamment donc ce que vous disiez, les repas à 1 euro, les 2 repas à 1 euro, c'est des mesures qui sont bonnes, mais qui n'ont jamais été bien communiquées parce que on a d'un côté, on a quand même la ministre qui a d'un côté vient en disant mais j'ai pas envie que les jeunes y viennent parce que j'ai peur qu'ils mangent des bonbons à la fac. Alors, c'était peut-être pas ce qu'elle disait, mais c'est hyper maladroit et je trouve que c'est quand même. Je vais être vulgaire, mais c'est con de dire des trucs comme ça, quoi. Et après, 15 jours après, elle change de sujet, elle dit il y a un problème d'islamo-gauchisme. Et je pense que au lieu de dire des choses comme ça, elle aurait mieux fait de dire ben voilà ce qu'on propose et qu'elle fasse une communication dès le départ. Après, pour revenir au BTS, il y a quand même des BTS qui y en a qui ont été en présentiel complet. Et moi, je connais des gens qui étaient en BTS et qui n'étaient pas du tout en présentiel. C'était un peu un mix des deux, en fait. Et c'est là où je trouve que c'est dommage. On aurait dû dire, ben, on laisse les TD, on laisse les BU et ça pouvait être tout, et ça arranger tout le monde et ça serait tout bien et ça aurait été bien. Après, oui, on a mal communiqué dès le départ. Dès le départ, il y a une très mauvaise communication et je pense que le fruit était déjà dans le verre dès le départ, malheureusement dès le départ. Et maintenant, on a beau essayer de faire et c'est devenu compliqué. Après, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux maintenant d'avoir une majorité qui est beaucoup plus jeune et qui comprend aussi cette jeunesse, qui comprend cette jeunesse aussi. Après, tu vois ce que tu dis sur la relation entre les générations, je pense que dans tous les cas, ça a toujours été structurellement compliqué. En fait, quand tu regardes dans l'histoire, tu vois, même moi, je ne pensais pas être si rapidement touché par cet écart, on va dire, parce que tu vois, moi, il y a encore 15 ans, j'étais étudiant. Et en fait, dès que tu passes 30-40 ans, tout de suite, tu as un autre logiciel de pensée. Enfin, il y a
la jeunesse, elle se renouvelle en permanence. Et donc, le fait de trouver les bons mots, on va dire, de comprendre, on va dire, comment les générations arrivent à voir le monde, ça devient très vite compliqué, que ça soit aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Alors, ce qu'on dit là pour le gouvernement, je pense que ça sera un peu la même chose par rapport à un maire qui, des fois, a un peu du mal à comprendre comment parler à ces jeunes, on va dire, de 18-25 ans. Sur la tranche d'âge, on va dire 10, 15, 10, 16 ans, on va dire, c'est assez simple. Il y a les conseils municipaux des jeunes qui fonctionnent bien dans les municipalités, mais là, voilà, c'est assez consensuel. Hein, c'est toujours la même chose. Les jeunes, ils veulent un skatepark, ils veulent un truc, on arrive à les faire participer en termes de citoyenneté. À partir sur le segment ensuite 18, 25 ans, 30 ans, il y a toujours une certaine difficulté. C'est pour ça que je remercie Clélia d'avoir pris cette initiative de dire comment on établit des ponts et comment on essaye de bien comprendre, on va dire, l'aspiration de la jeunesse pour essayer d'avoir des actions, on va dire, le plus possible qui lui correspondent. Parce qu'on a besoin, pour prendre les bonnes décisions, de se dire, mais que veut la jeunesse? Par exemple, moi, je te donne un exemple pour terminer. On a voté la PMA. Tu sais, il y a un an, la PMA, donc la capacité, par exemple, d'un couple de femmes à avoir un enfant, en tout cas pour l'une d'entre elles. Bah, tu vois, moi, j'étais moyennement… Bon, moi, j'étais pas convaincu, on va dire, par le truc forcément. Et en fait, ce qui m'a convaincu, je peux te dire, c'est quand j'ai discuté, on va dire, avec les 20-30 ans, des gens comme toi, pour eux, ça leur semblait naturel de dire, mais oui, il y a deux femmes qui sont ensemble, pourquoi vous voulez leur empêcher d'avoir un enfant? Et donc, si tu veux, pour un texte, on va dire, qui était si engageant pour le futur, en tout cas, j'ai plutôt eu tendance à donner une voix prépondérante aux plus jeunes, alors que quand je posais la question plutôt aux 40-60 ans, ils étaient tous à dire non, c'est inadmissible, des enfants, c'est entre un homme et une femme. Voilà. Et je me suis dit, bah, sur cette question qui est une question d'avenir, il faut plutôt écouter la jeunesse. Bon, inversement, je te donne un autre exemple qui ne va pas dans ce sens-là. Je regardais pour les résultats du Brexit, donc en Angleterre, comment avaient voté les générations. Et paradoxalement, tous les jeunes Anglais ils voulaient rester dans l'Europe. Et c'est les Anglais plutôt d'un certain âge qui ont voté pour le Brexit. Et je trouve que c'est hyper dommage, en fait, parce que d'une certaine manière, c'est les vieux Anglais qui ont dit on veut se sauver de l'Europe, mais ce n'est pas eux qui vont en subir les conséquences, parce que le Brexit, c'est un projet pour les 50 ans qui arrivent. Et donc voilà, donc je pense qu'il faut qu'on établisse ces ponts, parce qu'en fait, les décisions de long terme, elles impactent les jeunesses. Bien sûr. Ouais. Voilà. Ben, merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir, on peut continuer. Hein. Et Clélia, on passe avant ? Oui, bah, j'ai vu que Kevin voulait prendre la parole, donc si tu veux poser la question. Merci. Bonsoir à tous et merci, monsieur le député, d'accorder votre temps pour les jeunes. Moi, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Thomas parce que c'est le sentiment que je partage également. Pendant le premier confinement, les mesures prises par le gouvernement, l'une des mesures était de donner 200 € de CAF supplémentaires pour les jeunes de moins de 28 ans, si je ne dis pas de bêtises. Sauf qu'en tant qu'étudiant, on n'y avait pas le droit parce qu'on n'était pas considéré comme précaire. Donc, si un étudiant n'est pas considéré précaire, je ne sais pas comment on peut le considérer. Lors du deuxième confinement, la grande mesure a été effectivement ces repas à 1 €, donc d'abord pour les boursiers, puis pour tous les étudiants. Sauf qu'en pratique, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres écoles, mais moi, dans mon école, je trouve que, excusez-moi du mot, mais c'est du foutage de gueule. Quand le président dit que les étudiants doivent manger à leur faim avec ces 2 repas, ce n'est pas possible. On est rationné. On entend que le Crous ne fait pas de profit avec ses repas à 1 €, d'autant plus que je viens d'une école où le Crous a fait le choix de partir de la résidence sous prétexte que ça lui coûtait trop cher et il ne faisait pas assez de profit. Crous, ça veut quand même dire Centre régional des œuvres universitaires et sociales. On se demande bien où est le social là-dedans, quoi. Donc sur les repas à 1 € pour des étudiants qui mangent toute la semaine avec ça, clairement on crève la dalle, quoi. Voilà, c'était la réflexion que je voulais faire. Non, mais ok, bah, merci en tout cas de
de ton intervention. Quand tu parlais de Thomas, je pense que tu parlais de Thomas Bost et pas moi-même, mais tout le monde aura compris, je pense. Bon, plusieurs choses. Alors, pour être très sincère avec toi, la mesure des 200 € pour les jeunes, je sais même pas, je sais même pas de quoi il s'agit exactement. Je vais me renseigner. C'était pour les jeunes actifs pendant le premier confinement, c'est Oui, ça? c'était pour les jeunes actifs en fait, mais ce n'était pas précisé, il fallait se renseigner pour le savoir. Alors, pendant le deuxième confinement, les étudiants boursiers ont quand même eu le droit à une augmentation de bourse de 150 €. Et ça, il faut le préciser, et ça a été quand même une bonne mesure. Ouais, ok. Et je suis en train de regarder justement pour les bourses parce que j'en avais. C'était plus 150 €. Ouais, ok, ça marche. Et en plus, concerne tous les échelons du système. Et alors, le deuxième point que tu indiquais, c'était par contre, ce que je ne comprends pas quand tu dis sur les repas à 1 €, c'est du foutage de gueule, on est rationné, c'est qu'en gros, il n'y a pas assez à manger, c'est On n'est ça? pas assez à manger. Exemple très concret, ce midi, c'était pommes de terre dauphine, steak. On a 10 pommes de terre dauphine, quoi. Enfin, c'est ridicule. Si on se nourrit que de ça, on ne mange pas du tout à notre faim. Je pense que si mes souvenirs sont bons, quand le président avait annoncé cette mesure, il annonçait une entrée, un plat, un dessert pour le midi et un plat froid pour le soir. En réalité, c'est un yaourt et puis un plat chaud pour le midi et une préparation pour le soir avec un yaourt et généralement le même que le midi quand il y a des repas du soir de disponibles et que le crous a été livré, ce qui n'arrive pas tout le temps. Ouais, c'est vrai que je me rappelle maintenant que tu le dis, le fameux restaurant universitaire où on avait des plats des fois qui étaient plus ou moins alléchants, on va dire, plutôt moins que plus. Après, pour être sincère, je ne sais pas comment sont organisés ces restaurants universitaires. C'est le Crous qui gère tout de A à Z, c'est ça? Il me semble Ouais. que oui. En fait, avant le confinement, on avait effectivement une entrée, un plat, un dessert. C'était un système de points, on payait 3,30 €, etc. Donc, quand on nous a annoncé les repas à 1 €, on s'est dit on va avoir les mêmes repas, mais pour 1 €. Et en fait, pas du tout. Effectivement, les repas à 1 €, ce sont des repas à 1 €, quoi. Ouais. Et quand on parle de profit sur les repas des étudiants en cette période pour le Crous, qui est une œuvre sociale, je trouve ça très choquant. Et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, moi je suis souvent allé manger dans des cantines scolaires pour vérifier ce que mangeaient nos plus jeunes, mais je l'ai fait effectivement au niveau primaire, collège, mais je suis jamais allé manger depuis le début du mandat, on va dire, dans un resto universitaire pour voir un peu de moi-même. Bon, sachant que j'ai pas beaucoup de. Moi, je suis sur la circonscription plutôt rurale de l'Ouest lyonnais, donc j'ai pas. Peut-être à Saint-Genis-Aval, il y a peut-être un resto universitaire, et encore, je ne sais pas, mais c'est peut-être quelque chose que je devrais faire. Enfin, d'ailleurs, Clélia, on pourrait y aller ensemble, faire un repas, on va dire, dans un effectivement, pour juger directement euh, du niveau, on va dire. Voilà. En tout cas, c'est pas parce que le repas est 1 € que la dose, on va dire, de nourriture doit baisser, puisque c'est une prise en charge du gouvernement. Donc, normalement, ça n'impacte pas la quantité de. Parce que toi, ce que tu disais, c'est qu'il n'y avait déjà pas à manger avant 1 € ou c'est du fait des 1 € ça a baissé? Non, c'est du fait des 1 €. Avant, c'était très bien. Mais du fait des 1 €, là, maintenant, effectivement, il y a 1 € en quantité, quoi. Ah Et ouais, en qualité. ouais. Mais je vous invite volontiers dans mon restaurant universitaire. Je peux vous donner l'école. Vous êtes le bienvenu, je pense. Et toi, alors, tu disais le Crous a quitté ton école? C'est quelle école? Enfin... C'est VET AgroSup Ah à oui, d'accord, ok. Marcy-l'École. Bah, en plus, c'est sur la circonscription pour le coup. Voilà. Donc super. Non, mais en plus, avec AgroSup, on est souvent en contact. Et pour info, le maire de Marcy-l'Étoile est un des plus jeunes maires de la circonscription. C'est un ancien d'ailleurs de VET AgroSup. Je ne sais pas si tu connais Loïc Commun. Et donc, je pense que si je vous propose qu'on aille déjeuner tout à VET AgroSup, il sera. Bon, bah, ok. Bah, non, mais en tout cas, c'est bien de t'être présenté. Et bah, je pense qu'avec Clélia, on va venir déjeuner à VET AgroSup pour tester la nourriture du Crous et se rappeler de lointains souvenirs, en tout cas pour moi. Bon, merci en tout cas de cette intervention. Merci. Est-ce que vous avez d'autres interventions sur ce sujet au niveau de la crise sanitaire, au niveau peut-être de votre quotidien, au niveau des difficultés qui sont posées à vous avec la crise sanitaire, au niveau peut-être potentiellement de vos études, si vous avez par exemple eu des problèmes de mobilité internationale ou à trouver des stages, une alternance, un premier emploi ou des choses à signaler. Sinon, on peut aller sur des sujets
peut-être plus globaux qui peuvent aller autant, je ne sais pas, sur la transition écologique, Thomas en parlait en introduction, ou aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que Thomas, par exemple, travaille pour aussi la commission numérique. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, ça peut être aussi intéressant. Donc, je vous laisse réagir si vous avez une question ou une réaction. Voilà. Et notamment, il y a dans les projets moi, sur lesquels je pense qu'il peut y avoir des réactions, c'est sur le service national universel aussi, qui serait bon pour les plus jeunes, on va dire, de 16-18 ans. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Et plus globalement aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est je vois beaucoup des plus jeunes d'entre nous qui sont hyper stressés par l'avenir, sur l'avenir de la planète, à horizon 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui se disent, moi je vois des jeunes couples, on va dire, de 30 ans qui se disent, nous on a décidé, on n'aura pas d'enfants parce qu'on ne sait pas dans quel monde nos enfants vont vivre et on préfère ne pas en faire. Et donc je trouverais intéressant aussi de vous écouter sur vous, l'avenir que vous... Voilà. Est-ce que vous avez une vision d'avenir pour notre planète? Est-ce que vous êtes hyper stressé pour la planète quand vous aurez vous-même 40-50 ans, ou est-ce que vous dites non, on va s'en sortir, on va arriver à avoir un mode de vie, on va dire, plus compatible avec le développement durable, etc. Il y a Laetitia qui voulait parler. Ah, Oui, bonsoir, merci beaucoup du coup, monsieur le député. Du coup, je vais vous poser 3 questions parce que du coup, une sur l'histoire des vaccins, une sur l'histoire des jeunes pour revenir à ce qui a été dit, et une troisième, je vous donnerai du coup une opinion sur pour le développement durable pour terminer sur votre sujet et donner une transition. Du coup, le premier sur l'histoire des vaccins, c'est un petit peu à revenir au début parce que le vaccin pour tous, vous dites que ça viendra peut-être d'ici juin, juillet. Et en fait, il y a déjà des rumeurs qu'il y a des pays qui vont demander que, en fait, tout le monde soit vacciné, les voyageurs soient vaccinés du Covid pour rentrer dans leur pays. Et je voulais savoir un petit peu si vous aviez eu, du coup, au niveau du gouvernement, vous avez entendu des choses un peu similaires sur le fait que d'autres pays demanderaient la vaccination. Il y avait déjà eu, tout le monde a sûrement entendu du fait que Ibiza demandait justement la vaccination. Et vu que nous, en France, les jeunes, ça passe en dernier, c'était un petit peu ma question. Après, au niveau des jeunes, comme disait Clélia, c'est vrai que on a un grand nombre de jeunes qui n'ont pas pu partir à l'étranger et qui, en fait, à la fin, se sont retrouvés avec l'université demandant de trouver un stage. Et je pense que vous savez, c'est très, très dur de trouver un stage sans réseau. Et du coup, je voulais savoir un petit peu, parce que je suis allée sur la page, justement, Un jeune, une solution. Et j'ai vu plein de listes de stages, sauf que j'ai un peu regardé les critères pour savoir un peu plus. Et c'est vrai qu'il faut bac+5 ou beaucoup d'expérience. Et souvent, nous jeunes, on arrive sans expérience sur certains domaines ou bac+3. Et c'est insuffisant. Si on envoie notre candidature, souvent, nous n'avons pas de réponse. Donc, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, du coup, niveau stage et tout ça. Et c'est vrai que avec le Covid, ça ne nous a pas aidés parce que les entreprises ont été un peu réticentes et tout se passe en télétravail qui fait une intégration un peu compliquée et la formation qui prendrait par exemple en 6 mois une belle formation, on se retrouve avec une formation très, très ralentie. Et sinon, pour finir, au niveau de justement la transition durable, je pense que ça va être du travail et je pense qu'il faut un changement de mentalité. Et comme vous le savez, un changement de mentalité, ça ne se passe pas d'un jour à l'autre. Nous avons des figures comme Greta Thunberg qui montrent un bel exemple au niveau social et au niveau des médias, parce que les médias aujourd'hui, c'est tellement important. Sauf que c'est toute une mentalité qu'il faut changer. Et même si on voit des gens qui font l'extrême, qui se mettent dans la nature et qui vivent purement par les règles de la nature, il y a encore toute cette vie qui est dépendante de tout. Et même nos téléphones, même ici en Zoom, on pollue. Du coup, c'est très compliqué. Je pense que ça va prendre énormément de temps. J'essaie de rester positive et me dire qu'on va y arriver, mais je pense que ce ne sera sûrement pas dans notre période de vie en tout cas. Voilà, merci. alors, hop, j'essaie de réactiver mon micro, ça y est. Merci pour ces 3 points. Alors, pour essayer de... Je n'ai pas de questions que tu poses, mais concernant les vaccins, je pense qu'on va avoir à minima une certaine période à partir de... À mon avis, le sujet va arriver assez rapidement. À partir de mai-juin, le sujet va commencer à être abordé, mais on va avoir une période, on va dire, peut-être de 6 mois, 12 mois, où certaines destinations, sans doute, vont demander
aux personnes d'être vaccinées. Mais comme aujourd'hui, on va dire, elles demandent pour d'autres maladies ou autres, hein, y compris d'ailleurs en France, quand tu vas en Guyane, je crois qu'il y a un vaccin, je ne sais pas si la fièvre jaune n'est pas nécessaire, etc. Et donc peut-être que certains pays vont imposer effectivement de tels vaccins pour entrer on va dire, sur leur territoire, d'autant plus qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de certitude que la Covid ne soit pas saisonnière. C'est-à-dire que ça se trouve, cette affaire-là, ce n'est pas terminé dans 6 mois, dans 1 an, mais ça va revenir année après année, comme aujourd'hui la grippe. La grippe, chaque année, revient avec une forme différente et avec la nécessité de se faire vacciner chaque année. Ce qui serait un peu le scénario noir, c'est-à-dire d'un Covid qui s'installe dans la durée, avec la nécessité chaque année de vacciner tout le monde. Parce qu'on l'a oublié, mais la grippe, chaque année, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je me demande si ça ne fait pas en France de l'ordre de 10 000 morts, et malgré les vaccinations massives des plus anciens. Et donc, voilà, d'autant plus si ça s'installait dans la durée, je pense que des pays pourraient être tentés de mettre en place ce passeport vaccinal. On pense notamment à certaines destinations touristiques dont ça deviendrait l'argument de dire chez nous, vous êtes safe parce que nous, on demande un passeport vaccinal, quoi. Ensuite, sur le deuxième point, et d'ailleurs, sur le passeport vaccinal, avant de passer au deuxième point, toi, tu en penses quoi? Tu trouves que ça serait en gros exagéré de demander ce passeport vaccinal parce que toi, tu es plutôt réticente par rapport à la vaccination, ou alors tu penserais que ça serait plutôt une bonne idée, que ça permettrait d'encourager la vaccination? J'ai noté que ça serait peut-être plutôt une réticence à la vaccination. En fait, ça dépend. Peut-être que s'ils le mettent dans quelques mois, mais par exemple cet été, pour nous les jeunes, on va seulement pouvoir se faire vacciner cet été. Donc, en gros, ça nous bloquerait de pouvoir voyager alors qu'on nous a déjà bloqué de partir pour notre juste année en échange. On nous a déjà dit, vous ne pouvez pas partir à cause du Covid. Et là, on nous dirait, attendez, vous ne pouvez toujours pas partir parce que ce pays vous demande une vaccination que la France n'a pas pu vous donner parce que nous faisons par ordre d'âge. Ce n'est pas une réticence, je suis pour le vaccin, je pense que c'est la seule façon qu'on va s'en sortir, mais malheureusement, je pense qu'il faudrait je pense que l'histoire du passeport vaccinal devrait attendre un petit peu qu'au moins tous les pays aient pu vacciner leur population. Oui, effectivement. Mais je pense qu'en France, enfin, je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais il me semble que l'idée de passeport vaccinal sera compliquée à mettre en place tant que n'importe qui n'aura pas pu se faire vacciner, on va dire, d'une certaine manière. C'est pour ça que le sujet aujourd'hui n'est pas du tout abordé, parce que ça serait totalement anachronique d'en parler maintenant, alors que dans tous les cas, tout le monde ne peut pas se faire vacciner. Par contre, effectivement, on n'est pas à l'abri que certaines destinations, par exemple, je pense aux Israéliens. Les Israéliens, ils sont très bien vaccinés. Là, ils sont déjà à 50%, je crois, bientôt. Ils vont être, je pense, au mois de quasiment atteint leur objectif. Donc, on pourrait comprendre les Israéliens qui pourraient dire dès le mois de juin, pour venir en Israël, il faut être vacciné, parce que nous, on a fait l'effort auprès de l'ensemble de la population. Et j'allais dire, ils diront, bah, tant pis si dans d'autres pays, vous n'êtes pas allé aussi rapidement. Mais ouais, c'est sûr qu'il faudrait être attentif sur ce sujet dans les prochains mois. Par contre, il y a aussi la question intramuros au niveau français, par rapport à l'accès aux restaurants, aux lieux de culture, etc. Et peut-être, alors je réfléchis à voix haute, je n'ai pas encore de réponse, mais peut-être que vis-à-vis des plus jeunes, par exemple les moins de 30 ans, on pourrait leur dire effectivement, vous serez vaccinés en dernier, par contre, vous ne serez pas bloqués pour aller accéder aux lieux de culture ou autres cet été. Enfin, peut-être qu'il y aura un deal comme ça à trouver, ce qui permettrait de faire en plus une mesure favorable, on va dire, à la jeunesse qui retrouverait, on va dire, sa pleine liberté le plus rapidement possible. Ensuite, sur le deuxième sujet que tu abordais par rapport au stage, j'ai l'impression que depuis toujours, dans tous les cas, on dit l'insertion dans l'emploi est hyper compliquée. On veut tout de suite un mouton à 5 pattes, à la fois avec beaucoup de compétences, enfin, et beaucoup d'expérience, des diplômes, etc., alors que c'est une première expérience. Donc, je ne sais pas comment s'en sortir, on va dire, par rapport à ça, enfin, d'autant plus dans une période où ces stages n'ont pas pu avoir eu lieu. Alors,
peut-être que l'apprentissage est une des solutions possibles, dans le sens où ça permet déjà d'avoir eu cette première expérience dans l'emploi. Et l'apprentissage, d'ailleurs, ça peut se faire pour tout niveau, hein, ce n'est pas que pour les métiers manuels. Et puis, dans tous les cas, je pense que ça repose essentiellement sur les entreprises aussi qui doivent jouer le jeu pour faire confiance à la jeunesse, pour venir occuper des postes, y compris des postes à responsabilité. Et je crois que dans les entreprises, il y a une prise de conscience aujourd'hui qu'il faut faire confiance aux plus jeunes, et c'est comme ça que l'entreprise, qu'elle doit avancer, quoi. Et puis sinon, sur le développement durable, tu disais un changement de mentalité est nécessaire. Alors, toi, ce que je note finalement, c'est que ça va, tu restes confiante quand même sur l'avenir. Tu n'es pas hyper stressée par le monde de demain. Si, bien sûr, parce que c'est alarmant tout ce qui se passe. Il suffit de regarder un documentaire et c'est bon, c'est alarmant. Mais je pense que si on prend une perspective très négative, on a tendance à être très pessimiste quand même en France. Et je pense que si on adopte un peu une perspective positive, ok, là on en est là, comment on fait? Et il y a plus de chances de trouver une solution que de se dire ah là là, il y a tous les glaciers qui font, il y a plein de species qui sont en train de mourir. Enfin bref, c'est un peu la crise. Oui, ça nous amène nulle part de réaliser ce qui se passe. Il faut maintenant se dire comment on va faire pour changer. Donc, je pense que c'est ça, le changement de mentalité, c'est de passer du négatif au positif et de commencer à réfléchir qu'est-ce qui sont les choses qu'on peut commencer à changer un petit peu pour que les gens se disent il faut que je m'occupe du développement durable, justement. Voilà. Ouais. Je pense que c'est une question d'équilibre parce qu'effectivement, la peur, c'est quand même un puissant, on va dire, argument, on va dire, pour changer, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit paralysante et hyper stressante. Enfin, moi, je partage aussi sur le fait que quand on regarde notre histoire, l'humanité a souvent été confrontée à des grands périls, que ce soit avec des guerres massives, avec des épidémies qui faisaient beaucoup plus de morts qu'aujourd'hui, et on s'en est toujours sorti. Et donc, je pense qu'il faut qu'on mette en avant les solutions, on va dire, d'avenir qu'on peut avoir, et qu'on ait confiance, on va dire, sur notre capacité à continuer à progresser. Moi, j'entendais souvent quand il y a la perception aujourd'hui, quand on interroge les plus anciens, que les jeunes ont mieux vécu qu'eux. Et aujourd'hui, effectivement, souvent, il y a cette promesse, on va dire, qui est moins visible. Et les gens de mon âge, comme toi, on se pose la question si la génération continuera à avoir une vie améliorée. Enfin, moi, j'ai toujours la perception que notre mode de vie, s'améliore et qu'on peut continuer à améliorer les choses quand on regarde objectivement comment ça se passe. Et donc, je pense qu'on peut être quand même assez confiant raisonnablement sur l'avenir, mais en tous les cas, l'avenir, c'est ce qu'on construit aussi chacun, donc à chacun de jouer son rôle. Je vois que Robin a réagi dans le chat. Est-ce que tu veux réagir à voix haute ou... Non. Parce qu'il disait que les solutions existent, notamment il faisait référence à la Convention pour le climat, mais le gouvernement ne les met pas en place. Oui. Alors, donc ça, c'est sur les propositions de la Convention citoyenne. Donc, la Convention citoyenne pour le climat, donc c'est un groupe de citoyens, donc je crois tiré au sort à l'initiative du gouvernement, justement pour faire des propositions. Et l'étude en sciences publiques du projet de loi climat et résilience, donc qui reprend une bonne partie de ces propositions, va commencer, je crois, dans une dizaine de jours à l'Assemblée. Et parmi l'ensemble des propositions qui ont été faites, il y en a une plus grande partie, on va dire, qui a été retenue. Il y en a certaines également qui n'ont pas été retenues. Mais voilà, je pense qu'en matière de développement durable, on va dire, il y a ce qui relève, on va dire, des gouvernants au sens large. Et il y a aussi ce qui relève, on va dire, du consommateur aussi de manière plus globale, hein, parce que moi, je dis souvent au consommateur, il a deux cartes qui lui permettent d'avoir beaucoup de pouvoir. Il a sa carte d'électeur, effectivement, qui lui permet de choisir les gouvernants, et il a aussi sa carte bancaire, qui lui permet de choisir ce qu'il consomme et ce qu'il veut faire. Et donc, je crois aussi en la capacité de chacun à agir pour mettre en cohérence, on va dire, ce qu'il pense avec ses actions de tous les jours.
Et il ne faut pas attendre uniquement du gouvernement de mettre en place des actions coercitives pour favoriser le développement durable. Voilà, c'est aussi la responsabilité de chacun de le faire en complément des mesures qui sont prises au niveau public. En tout cas, il y a des mesures qui arrivent, qui sont mises en place avant même cette Convention citoyenne pour le climat. Par exemple, au niveau énergétique, en France, il va y avoir la fin des centrales à charbon. Je crois qu'on est le premier pays à faire ça. Il y a même d'autres pays qui continuent à en ouvrir des centrales à charbon ou en faire fonctionner. D'ailleurs, pas loin de chez nous. Il y a concernant le véhicule à gasoil, il y a des dates de fin qui sont prévues, je crois, en 2040. Quand on regarde pas loin de chez nous, en région lyonnaise, il y a aujourd'hui des exécutifs à la métropole qui prévoient une interdiction d'ailleurs des véhicules diesel dans la métropole de Lyon. Donc, je crois qu'au niveau national comme au niveau local, il y a des choses assez énergiques qui se mettent en place, mais effectivement, on peut les mettre qu'à la limite de ce que les gens sont capables de supporter. Voilà. Pour pas qu'il y ait un arbitrage entre la fin du mois et la fin du monde. Voilà. Après, effectivement, on peut juger qu'on devrait faire beaucoup plus ou moins, mais en tout cas, je crois qu'on n'a jamais fait autant pour le développement durable que ces dernières années. Voilà. Je ne sais pas, Clélia, si tu veux encore prendre. Oui, peut-être on peut prendre une dernière question ou une dernière réaction si vous voulez, ou sinon on peut conclure également. Voilà, s'il y en a une, n'hésitez pas. Sinon, je vois qu'il est 21h, on a passé un bon moment ensemble. Moi, j'ai bien noté les différentes propositions, notamment sur la question de passeport vaccinal. J'ai bien noté qu'il faut que je vienne tester le restaurant universitaire de l'école Vétagro, donc on va se caler ça. Et puis, n'hésitez pas, je ne sais pas si Thomas, tu lèves la main. Et je vois n'hésite pas. Ouais, je levais la main, excusez-moi. Moi, c'était par rapport, on parlait là du projet de loi climat et résilience. Moi, c'était plutôt par rapport au projet de loi constitutionnel portant la réforme, portant l'inscription du terme écologie dans l'article 1 de la Constitution. Personnellement, j'ai l'impression que c'est un peu la loi pour Emmanuel Macron pour être élu en 2022 et de refaire un peu le et en même temps de 2017. Sauf que là, dire on va faire ça en prenant les écologistes. Et personnellement, je trouve que c'est un peu une loi qui peut être dangereuse parce qu'on a déjà quand même dans la Constitution, on a quand même la charte de l'environnement qui n'a été déclarée que constitutionnelle que quelques années après sa ratification par le Parlement, qui, mis à part le principe de précaution inscrit à l'article 5, c'est une charte qui ne sert pas à grand-chose. Enfin, il faut dire les choses comme elles le sont. Beaucoup de juristes disent qu'elles ne servent à rien. Et je pense qu'au contraire, il aurait peut-être mieux fallu. Je trouve que cette inscription et ce projet de référendum, c'est plus pour. J'ai l'impression que c'est vraiment le projet pour qu'Emmanuel Macron réussisse sur sa gauche, alors que. Il y aurait eu d'autres, faire peut-être faire continuer avec la loi climat et résilience au lieu d'inscrire le terme l'environnement dans la Constitution, sachant qu'il y a un autre problème qui va arriver d'ici quelques années, c'est que si on inscrit trop de choses dans la Constitution, ben après, qu'est-ce qu'on va inscrire dans la loi? Et il y aura d'autres questions, des questions juridiques là-dessus, et notamment des vides juridiques. Et c'est là où ça risque de casser, c'est là où ça risque d'être dangereux. Effectivement, quand on modifie la Constitution, il y a quelqu'un qui avait dit qu'il faut toujours modifier la Constitution d'une main tremblante, parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est la loi sur laquelle s'appuient toutes les autres lois, et donc il faut être hyper attentif quand on la touche, parce que ça peut avoir des fois des impacts beaucoup plus importants que ce qu'on croit. Donc voilà, après, ce projet de référendum, donc il doit encore avoir un vote favorable au Sénat pour avancer, puisqu'il doit avoir un vote majoritaire dans les deux chambres, à la fois Assemblée nationale et Sénat. Il ne faut pas tout en attendre, mais c'est un signal quand même positif. Finalement, c'est une reconnaissance aussi que la Constitution, finalement, c'est le texte qui régit aussi ce qu'on est et nos valeurs fondamentales. Et finalement, c'est aussi un certain progrès de dire que dans la manière dans notre projet national au niveau français,
eh ben, le respect de la nature, c'est quelque chose de fondamental, au même titre que liberté, égalité, fraternité et les autres valeurs qui nous animent. Donc voilà, à la fois, il ne faut pas tout en attendre, mais il ne faut pas non plus sous-estimer ce que ça peut apporter. Et puis, j'allais dire, c'est dans tous les cas complémentaire au projet de loi climat et résilience. On ne dit pas parce qu'on met ça dans la Constitution, on n'a pas besoin de faire climat et résilience. Voilà. Ensuite, sur l'articulation avec 2022, chacun en pense, j'allais dire, ce qu'il veut. Dans tous les cas, toutes les mesures, maintenant, vu qu'on est à 1 an de 2022, toutes les mesures qu'on fait, elles seront forcément analysées au spectre en disant que c'est proche de 2022. C'est un peu comme ça que fonctionne la démocratie française. Sur un quinquennat, il y a déjà, à peine on a passé 3-4 ans, que déjà tout le monde se projette, on va dire, sur le quinquennat suivant. Voilà. Donc voilà, en tout cas, je pense que ce n'est pas le cas de la part du président. En tout cas, j'espère ne pas me tromper et qu'il est vraiment dans une démarche positive par rapport à l'environnement. Voilà, en tout cas, peut-être avant Clélia que tu conclues, moi je voulais vous remercier vraiment de ce temps d'échange. Je trouve que ça a été intéressant et qu'on a pu, non pas totalement révolutionner les choses, mais en tout cas avoir quelques idées intéressantes qui ont été dites. N'hésitez pas par la suite à revenir vers nous si vous avez des idées. Hein. C'est une prise de contact, mais notamment via Clélia, ou vous avez mon mail également sur le site de l'Assemblée nationale, où également on peut se contacter au travers des réseaux sociaux. N'hésitez pas à reprendre contact et à faire passer des fois des commentaires, des idées sur la manière dont vous vivez les choses. Et puis, merci beaucoup de cet échange. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de le repratiquer par la suite, parce que je pense que c'est vraiment une heure très utile qui nous permet d'avoir cet échange en direct. Donc voilà, merci à tous. Et Clélia, je te repasse la parole si tu le souhaites pour le mot de la fin. Pareillement, je vais rejoindre ce qu'a dit Thomas. Donc, je vous remercie aussi d'avoir participé à ce débat et aussi d'avoir aussi participé, avoir eu le courage de poser vos questions et d'interagir. Et puis, merci d'avoir répondu à cette invitation qui nous a permis d'évoquer pas mal de sujets, que ce soit la vaccination. J'ai noté aussi la gestion de la crise sanitaire, la précarité étudiante et également la transition écologique. Donc voilà, j'espère que en tout cas ce format vous aura plu, parce que c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions sur ce format, dans le sens où on savait très bien que les jeunes, qu'on soit étudiants ou qu'on soit dans la vie active ou vie professionnelle, c'est compliqué de se dire encore 1 heure de visioconférence, mais ça nous a prouvé le contraire, donc c'est très intéressant et ça a été très formateur d'avoir ces échanges ce soir. Et donc, voilà, en tout cas, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas. Merci à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.